Samia Dussart, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes candidate à l'élection législative qui aura lieu le 12 et 19 juin, dans quelques jours donc. Le premier tour, c'est dans à peine 3-4 jours. Vous êtes candidate pour Reconquête. J'ai envie de vous poser une première question toute simple. Déjà, qui êtes-vous? Parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir en politique, surtout dans la région stéphanoise. Absolument. Eh bien, vous venez de donner mon prénom et mon nom, donc Samia Dussart, 47 ans, maman d'une enfant. Je suis salariée dans le privé. Et aujourd'hui, en effet, néopolitique, je suis engagée avec le parti Reconquête pour les élections législatives de cette année, pour la première circonscription de la Loire. Vous habitez dans cette circonscription, comment ça se passe? Comment vous avez été désignée même? J'habite à Saint-Étienne, en effet. J'ai été désignée après avoir été adhérente, tout simplement. Et surtout, je pense, après avoir démontré que le programme de M. Zemmour correspond absolument à mes aspirations et mes attentes. Et j'ai envie de vous dire, même au-delà, quand il parle d'assimilation, M. Zemmour parle de moi en fait. Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Ce qui m'a donné envie de m'engager en politique, c'est d'abord M. Zemmour lui-même, son engagement à lui, son honnêteté, et évidemment le contenu de son programme que j'ai écouté attentivement et pour lequel je me suis sentie concernée. J'ai lu, j'ai fait des recherches un peu pour vous concernant. J'ai lu que vous aviez toujours voté à gauche. Et là, vous êtes derrière Éric Zemmour, donc on a du mal à comprendre la bifurcation, quoi. Absolument. En fait, il n'y a pas de bifurcation, je dirais qu'il y a une continuité. Aujourd'hui, la gauche, j'ai envie de vous dire feu, elle n'existe plus. En tous les cas, la vraie gauche, avec son vrai ADN, qui nous souhaite l'émancipation à tous, elle n'existe plus. Celui qui répond, en réalité, quand il parle d'assimilation, eh bien, c'est M. Zemmour. Donc, il n'y a pas de grand écart, il n'y a pas de bifurcation. Il y a simplement une continuité. En effet, j'ai voté... D'abord, j'ai toujours voté parce que j'ai considéré que c'est un droit et un devoir. Et malheureusement, depuis quelque temps, je m'étais sentie, comme je dis, orpheline politiquement, avant d'entendre M. Zemmour et le contenu de son programme et de son projet pour nous tous. Qu'est-ce qui vous a plu dans son discours, dans son programme? Parce que on peut quand même avoir des références politiques. Il a quand même un discours très à droite. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, parce que on est en France, on a le droit de choisir, on a le droit d'avoir des idées différentes. On a l'impression que le mot Zemmour, maintenant, c'est un repoussoir pour une grande partie des gens, sans écouter le contenu. Pour une partie des gens, vous avez raison. Et là, je pense qu'il y a eu un défaut, probablement, une facilité médiatique que de lui accoler injustement des adjectifs qui ne lui correspondent pas, qui ne correspondent pas à ses idées. Comme je dis, ce sont plus des tendances, vous savez, comme le RPR, à un moment donné. On n'a jamais pensé que M. Séguin était de droite ou d'extrême droite, en tout cas. Voilà, donc moi je ne reconnais pas du tout en M. Zemmour un programme extrémiste. D'ailleurs, je défie quiconque, et j'ai posé cette question bien des fois, non pas pour mettre mal à l'aise les gens, mais pour leur dire, dites-moi ce qui vous paraît être d'extrême droite dans le programme de M. Zemmour. Et là, je n'ai pas de réponse en réalité. Non, c'est un programme de droite assumée, celle qui valorise le travail, qui remet au goût du jour l'effort. Il n'y a pas d'honte à cela. Bien au contraire, et comme je vous le disais tout à l'heure, une valeur qui m'est très chère, la valeur de l'assimilation, monsieur. Celle qui permet à tout un chacun, c'est-à-dire même de parents issus de l'immigration, comme je suis moi, je suis issue de l'immigration, mes deux parents sont tunisiens, eh bien, j'ai bénéficié de l'école républicaine, avec ses valeurs, et laïque, absolument, et c'est ce qui fait que, eh bien, je peux regarder l'autre, mon compatriote français, en étant des êtres égaux. C'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde en réalité. Mais comment on passe dans son parcours d'une personne qui vote toujours à gauche à un programme? Vous avez parlé de travail. On a toujours l'impression que le travail, il est revendiqué par les gens de droite, mais je crois que les gens de gauche, ils travaillent aussi. Hein. Il y en a même qui font 12 heures, 16 heures et qui sont payés 4, mais ça, on n'en parlera pas. Absolument. Mais pourquoi on passe de la gauche à la droite? C'est un homme qui vous entraîne ou alors vous avez changé dans votre façon de réfléchir et vos idées? Mais certainement qu'il y a une maturation, et votre question est pertinente dans le sens où, à un moment donné, vous savez, en tous les cas, moi, je me suis posé la question, est-ce que je vote pour moi ou pour, sans prétention, pour mon pays? À un moment donné, il faut être en adéquation et je pense être honnête envers soi intellectuellement et se dire quelles sont les valeurs qui priment. Moi, vous savez, aujourd'hui, je vote pour le commun, c'est-à-dire pas uniquement pour mon intérêt personnel. Et toute honnêteté, si c'était pour mon intérêt personnel, je ne serais pas là devant vous. Aujourd'hui, c'est pour le commun que je me bats.
Il faut avoir du courage parce que la politique, on prend des coups. Hein. Pour tout le monde, vous savez, les militants, d'ailleurs que je salue, quel que soit leur bord, notamment les nôtres, je ne vous le cache pas, c'est pas évident que de tracter avec le mot Zemmour, avec le mot reconquête, mais on le fait de manière très brave, courageuse probablement, mais à partir du moment où on est quelqu'un de public de toute façon, il faut une certaine forme de courage, une certaine forme peut-être d'abnégation aussi. Ce qu'a su faire M. Zemmour, vous savez, au sorti du premier tour, malgré le résultat, voilà, on s'attendait certainement à voir plus, il a ouvert les bras. Et il a su inviter tous les compatriotes français à voter pour nous. Donc s'il n'y a pas une part d'abnégation, eh bien on ne fait pas de la... Pour moi, la politique doit être quelque chose de noble au service des autres. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je suis au service des autres en leur disant les valeurs dont moi j'ai bénéficié. J'ai pas envie d'être une bénéficiaire exclusive, voyez-vous, j'extrapole un peu, mais j'ai envie que l'émancipation dont je jouis tous les jours, eh bien, soit profitable, monsieur, à tous. C'est pas un vœu pieux. Je pense que la France est capable de ça. La valeur travail, comme vous le disiez, n'est pas un monopole de la gauche. Bien évidemment qu'il y a des gens de gauche travaillent, c'est naturel. Je dis pas qu'il y a un monopole, mais aujourd'hui, on réapproprie ces valeurs-là, on leur redonne leur sens et leur contenu pour dire voilà, nous aujourd'hui, on veut que la valeur travail soit remise au goût du jour, l'effort depuis l'école jusqu'à être salarié, reconnaître l'effort des artisans, de nos agriculteurs, de tous ces gens qui travaillent vaillamment, reconnaître cet effort-là en le payant aussi honnêtement. Alors on va revenir dans ce qui est local. Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter dans cette première circonscription? Au-delà du message zémourien, entre guillemets. Oui, alors moi ce que je souhaite apporter, vous savez, c'est tout simplement, ça paraît beaucoup, la sérénité et la tranquillité. Moi je regrette d'avoir rencontré beaucoup de riverains dans beaucoup de villes différentes qui m'ont dit aujourd'hui ils ne sont plus sereins, ils ne sont plus tranquilles. Clairement, ils sont embêtés dans leur quotidien. On parle de sécurité. Ah oui, on parle de d'incivilité. Alors ça va effectivement de l'incivilité dans les transports en commun ou dans la rue. C'est-à-dire que nous, moi je suis d'une génération, on a respecté ces anciens et on continue de les respecter. Eh bien, quand je parle de ces valeurs-là à nos anciens, ils lèvent les yeux au ciel, ils me disent « Madame, ce sont des valeurs désuées aujourd'hui, ça n'existe plus ». Alors là, je me dis tout reste à faire, tout est à faire pour reconquérir ces valeurs générationnelles, de respect entre nous. Je ne vous parle pas d'agressivité ou de violence. Les gens, soit ils ont la chance de barricader leur maison ou de s'acheter des sécurités hors de prix, soit ils ont peur pour leur chez eux en pleine journée. C'est-à-dire les cambriolages, les vols, tout ça c'est chiffré. On sait que malheureusement, cette violence, elle a accru. Cette violence, justement, on la combat comment? On a beaucoup de politiques qui nous parlent de plus de caméras, plus de policiers, plus d'humains. Quelle est pour vous la solution à court terme et à long terme? Moi, je dis toujours qu'il y a des gens pleins de bonne volonté et qu'il y a peut-être d'autres solutions, comme des projets en commun. Alors déjà, monsieur, quand quelqu'un veut ou souhaite faire un méfait, mais qu'il sait qu'il y a une punition qui l'attend si il cède à son « je veux faire », donc je veux voler, je veux cambrioler, si on sait punir à juste titre, depuis l'adolescence, depuis le plus jeune âge, eh bien, je vous assure que ces gens-là, ils sont découragés. Ils se disent que, en effet, il vaut mieux se comporter correctement, mais pour tout le monde. Les gens issus de l'immigration, les gens avec papier, les gens sans papier, le français lambda, pour tout le monde, se dire qu'il y a des règles. Comment on fait, excusez-moi de vous entendre, comment on fait quand on sait qu'il y a des gens qui gagnent des fortunes en vendant un peu de drogue et que le SMIC il est seulement à 1 200 € à peu près? C'est une réalité, en effet. Eh bien, c'est redonner le goût du travail et valoriser les gens dans ce qu'ils sont. Ils sont capables... Vous savez, être vendeur de drogue, je pense que ce n'est pas une carrière, on n'y fait pas carrière. À un moment donné, récupérer ces gens-là, dès qu'ils commencent au plus jeune âge. Pas facile à dire. Hein. Non, au plus jeune âge, en effet, et les enlever des griffes de ceux qui les manipulent. En effet, s'occuper des plus jeunes. C'est notre rôle. Quand je dis c'est notre rôle en tant que citoyen, mais surtout pour les politiques que j'envisage d'être, probablement. Et puis que la punition soit validée et survalidée, c'est-à-dire faite. Oui, mais je vais vous couper, mais vous parlez de beaucoup de punitions. Oui. Moi aussi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir un grand âge maintenant. J'entends toujours les mêmes choses depuis 40 ans. Si les gens vendent de la drogue, c'est que la drogue, elle est là.
pourquoi on ne combat pas quand vous allez au marché, on va parler de la situation actuelle, il n'y a plus d'huile, on n'en achète plus. Il n'y aurait plus de drogue, on n'en achèterait plus. Alors ça, monsieur... Comment on peut combattre ça, moi, plutôt? Alors, je pense que nous avons des experts, notamment nos forces de l'ordre, nos enquêteurs. Je pense qu'on a du beau monde autour de nous, très bien formés. Moi, j'ai envie d'abord de les saluer, ces gens-là, et de valoriser leur métier. Aujourd'hui, ils sont discrédités, ils sont décrédibilisés par même des gens, des politiques. Je pense à M. Mélenchon, hein, c'est pas un secret. Aujourd'hui, alors que ces gens se battent vaillamment pour nous protéger, il leur met une cible dans le dos. Donc déjà, si on laisse ces gens-là travailler comme ils savent faire, moi je ne suis pas policier, mais je fais confiance. Je sais que si on les laisse faire correctement leur travail, eh bien, entre la police et la justice aussi, je vous parlais de punition, mais c'est la justice, la remettre au centre. Non, mais moi j'ai envie de vous dire, chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. C'est ce qu'on a un peu perdu au fil des années, c'est que maintenant on a l'impression que tout marche à volo, comme on dit. Absolument. Quand le policier, c'est pas une caricature, attrape le délinquant et qu'il apprend 2-3 heures après qu'il a été relâché malgré tous ses efforts, eh bien, c'est plus que décourageant. Mais quand on entend quelqu'un qui est dans la récidive et qui est au 80e méfait, on se pose des questions aussi. Absolument. Et puis, permettez-moi de vous dire que cette personne, au bout du 2e méfait, elle n'a pas ses papiers français. Pardonnez-moi de vous dire qu'il est grand temps de les ramener dans leur pays. Il n'y a pas d'honte à cela. Oui, mais on taxe tout de suite de racisme quand on dit ça. Eh bien, écoutez, vous savez, moi, je défends notre lutte contre l'islamisme. On me traite d'islamophobe. Eh bien, ce sont des galons d'honneur. Il y a des insultes, vous savez, qui coulent sur nous. Moi, je me fiche des noms qu'on peut m'attribuer tant que je défends mon pays et mes concitoyens. C'est ça notre devoir. Les insultes, elles passeront, vous savez. On ne meurt pas d'être galvaudé de ceci ou de cela. Moi, je préfère être là pour les plus fragiles. Et puis pour nos enfants aussi, vous savez, qui font des déroutes à un moment donné, savoir les ramener, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents vaillants et fidèles au poste, mais leur dire, voilà, à un moment donné, nous, on est garants. Et rappeler aux parents aussi, permettez-moi de vous le dire, qu'eux ont des devoirs, ont des responsabilités face à leurs enfants, mais face à la société aussi. C'est trop facile de laisser des enfants de 13-14 ans vouer eux-mêmes, vous voyez, dehors. Donc les gens parlent de droits parentaux, moi j'ai envie de vous parler de responsabilité parentale. Ça aussi c'est très important. On a parlé d'insécurité, on va revenir à 2 points qui sont essentiels dans votre programme, c'est l'immigration et l'islamisation. Absolument. Moi j'ai envie de vous poser une question, pas provocatrice, mais qu'on se rend compte tous les jours. Finalement, est-ce qu'on n'est pas des gens qui vivront à côté, mais qui ne vivront pas de la même façon tout simplement? Alors, avec des règles différentes. Je vais vous donner un exemple, hein, vous parlez d'islamisation. On a l'impression qu'il y a une société qui vit par rapport à la religion et d'autres qui vivent par rapport à un ordre qui est la laïcité. Absolument. Eh bien, c'est tout ce contre quoi je me bats. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays communautaire. On a eu le vote de Mélenchon, qui a été un bon score, je vous l'accorde, mais attention, hein, la première fois dans notre histoire que nous avons un vote communautariste. En réalité, c'est grave, c'est très grave. Vous voyez? Donc ça, c'est un gros leurre. Il est allé chercher des gens en leur disant « Votez pour moi en fonction de vos croyances religieuses ». C'est véritablement un scandale. En France, vous avez raison, on peut avoir tous nos règles à la maison. Les vôtres ne sont probablement pas les mêmes que les miennes, pardon. En revanche... Elles doivent se rassembler un petit peu quand même. Un petit peu, je pense, mais enfin, j'extrapole. En tout cas, dans la cité, ce qu'on appelle la cité, c'est-à-dire l'extérieur, nous entendons avoir les mêmes règles, monsieur. C'est ça. Notre pays, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a lutté pour enlever les croix de nos monuments publics. C'est pas, excusez-moi, aujourd'hui pour laisser une autre religion entrer de manière conquérante dans notre espace. Ça, je ne peux pas l'entendre. Vous savez, je vous ai menti tout à l'heure. Je vous ai dit que je n'ai jamais fait de politique. En réalité, j'en fais depuis très longtemps. Moi, je me suis sortie, si vous voulez, je me suis échappée d'un islamisme orthodoxe. J'ai grandi dans une famille musulmane, je suis née en 74, c'est pas un secret. Enfant, j'ai vu arriver un islamisme de plus en plus, un islam, pardon, de plus en plus exigeant, de plus en plus contraignant. Et en règle générale, les contraintes, elles tombent d'abord sur les femmes et sur les enfants. D'accord? Donc, j'en ai subi les conséquences. Et je vais faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le plaisir de parler de moi. À un moment donné, moi, j'ai arraché mon autonomie, monsieur. Mais grâce aux lois et aux droits français, j'ai pu m'en sortir. Quelques années plus tard, sur la pointe des pieds, je ne vous le cache pas, j'aurais pu être un fait divers. Ça, c'est pour vous donner la mesure du risque. J'ai souvent entendu ce que vous me dites, donc je vous crois totalement. C'est-à-dire, c'est pour vous donner le risque de ce qu'est, même en France,
d'être une apostate de l'islam. Vous ne demandez pas à y rentrer. En revanche, lorsque vous voulez en sortir, c'est jamais sans frais. J'en suis sortie sur la pointe des pieds, cachée, etc. J'ai gagné mon autonomie et mon indépendance. Pour quelques années plus tard, voir mon pays attaqué, je dis bien attaqué, les faits sont là. Donc, et puis c'est pas la peine de prendre des mots pour enjoliver la situation. Des gens égorgés, des gens décapités, des gens... Je ne vais pas vous faire la liste, on n'en aurait pas assez de 2-3 heures. Alors moi j'ai envie de vous dire, il suffit. Il suffit. C'est aux politiques de reprendre les rênes, de faire sortir cette idéologie mortifère de nos lieux publics, reprendre notre système éducatif, en faire sortir, parce que c'est dans nos écoles, je parle de l'islamisme, il est dans nos écoles, il est dans nos associations, il est dans nos institutions. Donc à un moment donné, voici monsieur ce qui m'a fait me lever de chez moi et me dire, j'ai entendu monsieur Zemmour, j'entends de quoi il parle, courageusement il a dit, je veux lutter contre l'islamisme. Ça n'a absolument rien de raciste en réalité. Au contraire, nous sommes dans un pays laïque. J'accole aucun adjectif à la laïcité. La laïcité se suffit d'elle-même. C'est-à-dire, monsieur, que ce que je crois, je l'espère, vous vous en fichez. Ce que je crois chez moi, c'est pour moi. Et idem pour vous, pardonnez-moi, c'est pas respectueux. C'est classe simplement le privé d'un côté et le public de l'autre. Absolument. C'est deux choses différentes. Complètement. Dans notre système. Absolument. Surtout et on n'est pas gouverné par la religion, non, mais par des citoyens qui s'engagent et qui sont élus. Et heureusement, parce que moi j'ai envie de vous dire, au contraire, encore une fois, moi ce qui me réjouit et sur quoi je me bats, c'est sur notre commun, notre socle commun. Le religieux, il est aléatoire. Le religieux ne m'intéresse pas. On n'a pas besoin d'aider les gens, vous savez pourquoi. Hein. Quand on parle du burkini, moi je préfère penser à celles qui n'en veulent pas. À celles qui veulent aller nager avec la même couleur de peau que moi, à 13-14 ans, mais sans ce burkini. Alors que là, des Mélenchon et des Sandrine Rousseau sont en train de nous défendre l'idée que le voile, que le burkini, c'est la liberté. Je ne les associerai jamais dans la même phrase, parce qu'ils sont antinomiques. La jeune fille de 14 ans, vous imaginez, qui veut aller se baigner en maillot de bain, elle lui tombe dessus, d'une manière ou d'une autre, c'est du prosélytisme. C'est du prosélytisme. Et c'est pas à nous, Français, laïcs, de cautionner, voire de valider, voire d'encourager cet islamisme-là. C'est à nous de défendre nos valeurs laïques. Il suffit pour cela, vous savez, c'est pas compliqué, de prendre le règlement de la piscine. Vous, il vous interdit, monsieur, de vous baigner en short, en caleçon, je veux dire, en bermuda. Et bien de la même manière... Et il faut un bonnet. Hein. Et il faut un bonnet, absolument. Donc, tout simplement, appliquer le même règlement pour tout le monde. Moi, voici ce que je prône. Reprendre nos règles basiques de manière courageuse, comme le fait Zemmour, et de manière très pragmatique. Et vous verrez, une place, vous savez, elle se fait, mais elle se prend. Les gens, quand on leur dit « on n'en veut pas, c'est pas votre place », nous, la France, on procède différemment, c'est-à-dire que nous, entre hommes et femmes, on se regarde les yeux dans les yeux, les cheveux détachés, habillés comme on le souhaite, sans pudibonderie, et nous sommes égaux, dans l'altérité et égaux. Voici ce que je souhaite, monsieur, pour nos compatriotes. J'ai bien compris votre explication, ce qui me donne plus d'explications, justement, pour comprendre votre chemin de la gauche à la droite, sur ces thèmes qui sont... finalement, vous êtes passionné et je vous écoute avec grand plaisir. Je vous remercie. J'ai eu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui est un peu dans votre état d'esprit aussi, et qui m'a expliqué tout ça. Et je lui ai dit, c'est bien ce que vous dites, mais si c'est moi qui le dis, on va dire que je suis un raciste. Je l'ai entendu, monsieur. Et le monsieur m'a dit, mais non. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, tu as peut-être bien raison. Oui. Donc vous voyez qu'on a un vrai problème d'expression finalement. Dans un pays qui se dit libre, on ne peut même plus avoir un débat, j'allais dire, honnête et pesé. C'est triste, je vais vous dire, c'est triste, mais pas fataliste. Je vais vous dire pourquoi c'est triste. Vous savez, aucune femme n'est née avec un foulard sur la tête. Aucune. En Iran, au Pakistan ou ailleurs, les femmes se battent tous les jours. Tous les jours. Et ne serait-ce que de l'enlever quelques minutes, elles risquent leur vie pour cela. Vous savez, l'émancipation, excusez-moi de vous le dire, hein, elle n'est pas typiquement française en réalité. Ce ne sont pas les femmes turques, par exemple, ont voté avant les femmes françaises, si on regarde. En revanche, en France, et c'est là notre ADN... La Turquie était laïque. Absolument, avant. En revanche, nous, notre ADN, il se veut laïque dans le sens où on a le droit de croire et de ne pas croire. Et ça, c'est une différence fondamentale. Encore une fois, je n'ai pas à aider celui qui croit. Et je vais vous dire même, celui qui a une spiritualité tranquille, il n'a pas besoin de moi. Ceux qui ont besoin de nous, c'est de leur garantir le fait que
le fait d'être athée, le fait de ne pas vouloir faire le ramadan, le fait de ne pas vouloir croire, ils ne seront inquiétés en France de rien. Absolument de rien. J'invite Madame Rousseau à aller aider l'apostate que j'ai été à 23 ans quand j'ai quitté mes parents en leur disant « Moi, mon abonnement, je veux le résilier ». Quand je vous écoute, j'ai envie de vous poser une question toute simple au niveau politique. Quelle est la différence finalement aujourd'hui entre Reconquête et le Front National, puisque je vois qu'il y a énormément de gens qui étaient au Front National dans la Loire, qui sont chez Reconquête aujourd'hui. Donc est-ce que c'est une histoire de personnes ou c'est une question d'idées? Alors, de personnes, je ne rentrerai pas là-dedans parce que pour moi le politique est au-delà de... Même si Madame Le Pen a une personnalité très forte, mais j'ose espérer que son parti la dépasse, elle. J'ai envie de vous dire, d'abord, une des grandes différences, c'est que nous avons accueilli avec joie tous les adhérents du RN. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont des adhérents Reconquête et on ne se pose plus trop la question. Une des grandes différences en ce que j'en vois, c'est, sans prétention, l'amour de notre pays, que nous plaçons au-delà de tout le reste. C'est-à-dire au-delà de notre petit moi, chacun, et au-delà de nos utopies de parcours politique ou de carrière. Voyez ? Moi, la France, comme je dis, je prête allégeance à ce pays, qui m'a tout donné. Et une des grandes différences aussi, me semble-t-il, c'est pas un secret, moi je le dis très tranquillement, je n'ai jamais voté pour ni M. Le Pen, moi j'étais peut-être trop jeune, mais en tous les cas j'entendais son discours, et c'était pas la même France. Lui, il était plus dans un clivage, plus dans une, on va même dire, allez, on va employer un mot fort, dans le rejet de l'autre, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de travail. Mon père, il a travaillé toute sa vie dans la même entreprise. C'était pas la même configuration, ni économique, ni sociale. Bon. En tout cas, moi, je n'ai jamais voté pour Madame Le Pen, si ce n'est au deuxième tour des présidentielles, parce que j'ai écouté le discours rassembleur de M. Zemmour. Et je pense que là, la différence, c'est que nous, on veut rassembler, on ouvre les bras à tous les gens qui mettent la France au-dessus de tout. Quand je dis la France, c'est les Français et les intérêts de la France avant tout. Donc on ouvre les bras aux gens de droite, aux patriotes comme on dit, mais également, comme vous l'avez si bien rappelé, des gens de tous bords. Moi je viens de la gauche, mais je ne suis pas la seule. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur votre suppléant qui, d'après ce que j'ai bien lu, vient des Républicains? Absolument. Donc monsieur Robert Fournier, c'est pas le seul. Donc comme je vous dis, on rassemble les gens qui sont de droite. Effectivement, ça peut être aussi des gens des LR, ils sont les bienvenus à partir du moment où l'ADN français, qui est celui de vouloir l'émancipation pour tous, laisser en dehors de notre commun tout prisme religieux, idéologique, parce que, nous ne nous trompons pas, ce sont des appels clientélistes auxquels il faut faire extrêmement attention, parce que je vais vous dire, les votes d'aujourd'hui ne seront pas les votes de demain. Les gens vont tomber de leur chaise. Et ça, je ne veux pas. Je veux que les gens soient en conscience, comprennent qu'aujourd'hui, on ne va pas appeler quelqu'un à voter pour, par rapport à des valeurs, religieuses, supposées. Parce qu'à ce moment-là, pour eux, vous voyez, eh bien moi, en fonction de la couleur de ma peau, on m'attribue une religion, et par rapport à une religion supposée, on m'attribue un vote. Donc du coup... Il faut arrêter avec votre couleur de peau, parce que je suis presque aussi bronzé que vous. En plus, vous voyez. Et après, on est dans, je vais vous dire même, on est dans l'assignation. Eh bien moi, je suis la preuve qu'on assigne, assigné, donc on n'assigne pas, on n'assigne à aucune place, c'est-à-dire que grâce à l'école, grâce au savoir qui m'a élevé, enfin j'espère, eh bien je vote en âme et conscience, non pas par rapport à comme vous disiez, un nuancier de couleur ou à une ethnie supposée. Justement, pour revenir au vote, vous dites qu'il ne faut pas donner les pleins pouvoirs au président Macron. Absolument. Mais est-ce que ça serait intelligent de voter pour un président et de lui donner une assemblée qui serait contre lui? Là, on aurait encore, moi je pense, encore des plus grosses crises. Ah bah c'est plus qu'intelligent, c'est salutaire, monsieur. Il faut que ce soit salutaire, il faut que les gens comprennent. Monsieur Macron n'aime pas son pays, monsieur Macron n'est pas un patriote. Monsieur Macron, il est guidé par une seule chose, c'est de répondre aux assignations de Bruxelles. Moi, je suis incapable aujourd'hui, pourtant on l'a suivi, on l'a beaucoup écouté, je suis incapable de vous donner une ligne directive de monsieur Macron. Dans la même phrase, il vous dit tout et son contraire. On parlait tout à l'heure, j'ai parlé longuement, et vous m'excusez, mais pour moi c'est très important, de l'entrisme islamiste. Monsieur Macron se targue de trouver qu'une femme qui porte le voile est un symbole de féminisme.
excusez-moi, au mieux, elle aurait peut-être été féminine. Vous voyez, je ne lui enlève pas ça. Mais elle n'a absolument rien de féministe. Et là, en fait, il a encore tout faux. Il s'adresse à quelqu'un par rapport à sa religion, au lieu de s'adresser à elle en tant que citoyenne française. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, il tombe dans un piège qu'il se fait lui-même pour avoir des voix électorales. Pour revenir dans la première circonscription, si vous êtes élu, quels sont les grands axes que vous aimeriez développer? On est aujourd'hui en train de parler beaucoup du pouvoir d'achat. Est-ce que si vous êtes député, vous allez pouvoir faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des gens de cette circonscription? J'espère, monsieur, c'est tout notre vœu. C'est déjà, comme je l'ai expliqué à bon nombre de commerçants, et je vais vous assurer qu'ils nous accueillent avec le sourire quand on va à leur rencontre, ce qui est aussi une grande joie pour nous, eh bien, de faire baisser les charges. Nos entreprises aujourd'hui sont asphyxiées par les charges patronales. La majorité d'entre eux, si ce n'est pas tous, préféreraient de loin payer honorablement leurs salariés plutôt que de payer des taxes et des surtaxes à l'État. Donc tout simplement, revaloriser la valeur travail en permettant à ces entrepreneurs à qui je tire un coup de chapeau de payer correctement les salariés sur l'année, mais pourquoi pas un 13e et un 14e mois. C'est ce que nous encourageons de toutes nos forces, au lieu d'avoir des petites primes. Je veux dire, ce n'est pas de l'aumône. Monsieur Macron donne des petites primes de gauche et de droite, qui est notre argent, d'ailleurs, soit dit en passant, ça ne tombe pas du ciel. Donc, pas de mépris. Les gens travaillent et ils veulent vivre honorablement de la sueur de leur front. Pour moi, c'est pas trop demandé, monsieur. Dans votre combat, est-ce qu'il y a une place pour l'écologie? Quelle est l'écologie pour vous aujourd'hui? Oui. Parce que l'écologie, on la classe souvent à gauche aujourd'hui. Quelle est pour vous l'écologie qui serait, entre guillemets, de droite pour vous? Mais moi, j'ai envie de vous dire, comme m'a dit un jour Valéry Giscard d'Estaing... c'est vieux alors? Oui, mais très très bien. Vous savez, c'est pas mal de reprendre. Vous avez dit que vous étiez né en 74, il a été élu en 74. Absolument. Et donc, il a dit un jour, vous n'avez pas le monopole du cœur, à M. Mitterrand, je crois. Eh bien, de la même manière, la gauche n'a pas le monopole ni du cœur, ni de l'écologie. Nous, vous savez, nous avons un mot d'ordre à Reconquête, c'est le bon sens. On a, vous savez, bon nombre de producteurs, d'agriculteurs, à eux aussi je tire un grand coup de chapeau parce que ce sont des gens qui travaillent avec le cœur. Eh bien, nous, on est pour tout simplement valoriser le circuit court. Voilà. On ne part pas sur des idées stratosphériques, qui donnent aux gens bonne conscience en achetant, je dis n'importe quoi, un kiwi qui vient du Brésil. Non, non, moi, je veux mon fromage de Montbrison. C'est un exemple, ou ma viande d'à côté, en tous les cas, qui n'a pas pris ni l'avion, ni avec les normes, excusez-moi, européennes, qui est bourrée, je ne sais pas d'autres mots, pardonnez-moi qui viennent à l'esprit, de choses chimiques ou autres. Et nous, nos producteurs et nos agriculteurs, ils ont ça de cahier des charges à remplir et respecter. Quel est le sens de tout cela? Moi, j'ai envie d'encourager et porter haut nos couleurs tricolores pour ce que nos producteurs nous produisent. Et donc, manger dans l'assiette ce qui vient le plus près possible sur nos étals. Vous savez, on a fait avec mon équipe de campagne tous les marchés. Et quelle joie, monsieur, de voir ces gens qui sont là pour nous nourrir. Aujourd'hui, sur les marchés, les gens, ils vous demandent quoi? De leur changer leur vie ou quelle est leur vraie préoccupation? Parce qu'on est toujours guidé par un peu les infos qui viennent de Paris. La tranquillité. Ouais, la sécurité. Ça vient pratiquement tout le temps, surtout de nos anciens, ce qui me fait mal au cœur. Le pouvoir d'achat. J'ai discuté longuement avec des gens qui ont travaillé, qui sont par exemple en retraite. J'avais honte d'entendre leur discours, j'avais honte d'entendre leur peine, réellement. Des gens courageux qui ne se plaignent pas, je pense, d'ordinaire, mais là, comme on vient de leur rencontre en tant que futurs politiques, eh bien, ils vous disent ce qu'ils perçoivent, ce que vient de leur dire leur banquière, comme le quotidien est difficile. Donc, comme je leur dis, vous savez, de savoir que la fin du mois, c'est le 15, eh bien, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, et c'est terriblement injuste parce que la France a les moyens. A les moyens. Vous savez, est-ce qu'on est préposés, nous Français, à payer pour des gens qui n'ont pas les papiers français, mais qui sont ici entretenus par nos impôts? Je dis non. Je dis non. Donc on peut me traiter de raciste. Ils ont des pays, voilà, dans lesquels ils ne commettraient pas les méfaits ou les crimes qu'ils se permettent de commettre ici. Donc encore une fois, il suffit. Désengorgeons nos prisons. Je me recule un peu parce que je crois que je vais prendre une tarte. Mettons... Non, vous savez, je suis convaincue de ce que je dis. Vous savez, je ne suis pas une politologue. En revanche, je suis une citoyenne lambda, comme vous et moi,
et je vis des choses et je vois des choses. C'est aussi simple que ça. Et donc j'ai des idées, effectivement, je suis pétrie de conviction, on ne peut pas nous l'enlever ça, mais je dis nous parce que j'ai pas croisé un Reconquête qui ne soit pas pétri de conviction aujourd'hui. Donc, comme me disent nos chers compatriotes, eh bien, le pouvoir d'achat, la sécurité. Vous savez, madame, quand j'attends mon fils qui est dans le bus, j'en ai assez que d'aller le chercher, d'aller vérifier s'il n'est pas embêté. Ça, c'est notre réel, monsieur. Notre quotidien. Notre quotidien. Et j'ai envie de rajouter quelque chose, si vous me permettez. La défense de nos citoyens doit être égale pour tous. Quand je vois que nos compatriotes juifs ont déserté nos écoles, quand je vois que nos compatriotes juifs ont fermé leur commerce pour aller vivre, je ne dis pas retourner, hein, je dis aller vivre en Israël, eh bien, je pleure, je vous dis ça et je pleure intérieurement. Ils ne se plaignent jamais, ces gens-là, remarquez-vous. Et pour autant, ils sont pointés du doigt, ils sont incriminés. Jérémy Cohen, qui n'est plus là aujourd'hui, on sait pourquoi il n'est plus là aujourd'hui. Une dame est défenestrée, mais son criminel a pris le temps de fumer un joint avant, donc vous comprendrez que la punition est amoindrie. Donc vous voyez, moi, je considère que tous nos compatriotes français doivent être respectés et protégés de la même manière. Assez d'entendre les mêmes chouineries qui viennent des mêmes gens. J'ai envie de vous dire, pleurez un bon coup, ça vous passera. Et en même temps, protégeons ceux qui doivent être protégés. C'est tout. Et je vous assure qu'une place, elle se fait, elle se protège, et c'est à nous de la garantir en réalité. Et quand on chassera tous ces criminels, tous ces gens qui veulent nous introduire à coups de forceps, des fois ils sont aidés, hein, vous allez me dire, hein. Des fois ils n'ont pas besoin de beaucoup, il n'y a pas de résistance face à eux. Hein. Eh bien moi j'en serai une. Parce que moi, comme je vais vous le dire très crûment, on ne me la fera pas. On ne peut pas dire que je suis raciste, et on ne peut pas dire que l'islam je ne connais pas. Je ne vous ferai pas des thèses hein, sur l'islam. Hein. Tout simplement vous dire qu'à un moment donné, on n'empêche personne hein, de prier chez lui. Hein. On n'enlèvera aucun tapis. Hein. Moi, mon père, vous savez, il a été musulman toute sa vie ici en France. Il disait quoi de la France? C'est le pays des libertés. Il ne s'est jamais plaint. Pourtant, il n'y avait même pas de mosquée en bas de chez nous. Hein. Il priait comme tout un chacun le soir quand il rentrait du travail. Il n'a jamais enquiquiné son patron. Aujourd'hui, il faut des horaires pour les prières, il faut des aménagements quand c'est le ramadan, il faut que les filles portent le voile, même au collège. De plus en plus. De plus en plus. Hein. Jusqu'où allons-nous céder? Donc, moi je dis, il suffit. Très bien, on a compris le message. Je crois qu'il est assez clair. Politiquement, oui. Quel est votre espoir dans cette circonscription? Vous êtes là pour du long terme ou alors c'est juste un galop d'essai? Parce que vous êtes, on va pas se mentir, hein, vous n'êtes pas favorite. Hein. Je suis favorite pour mes reconquêtes. Ouais. Effectivement, on ne se ment pas, je pars pas... Écoutez, vous savez, comme dit M. Zemmour, avant la fin du combat, on ne sait pas. Tout à fait, surtout qu'il va y avoir une grosse abstention. Voilà. Et moi, je ne me lève pas uniquement pour gagner un score. Moi, je me lève pour représenter des concitoyens et je pense que la voix que je porte, les idées que je porte, les engagements que j'ai, ils sont partagés, monsieur, par des millions de gens. Nous l'avons vu au Trocadéro, nous l'avons vu pendant toute la campagne formidable qu'a menée M. Zemmour et toutes ses équipes. On était derrière lui et on est encore derrière lui. Alors vous savez, je ne pars pas avec des hypothèses sur les résultats, je pars tous les jours gagnante de l'engagement déjà que je porte, de la foi politique que j'ai, qui a été rallumée, ravivée par M. Zemmour, que je ne remercierai jamais assez, et toutes les équipes qu'il a derrière lui, et le programme intelligent et intelligible qu'il a su monter. Voilà ce qui me porte, monsieur. Ce ne sont pas des calculs électoraux, c'est une foi politique. C'est vrai que vous avez une voix qui est un peu différente de ce qu'on entend dans les politiciens que je croise souvent. Comment vous expliquez que tous ces débats par les médias officieux ou officiels de la région, vous n'êtes pas invité? Il faudra leur poser la question. Je ne sais pas si j'aurai la réponse. Hein. En tout cas, moi, j'ai décliné aucune invitation, bien au contraire. Maintenant, c'est dommage, je vais vous dire, celle qui perd à ce niveau-là, c'est la démocratie. La perdante, c'est la démocratie, parce que je pense que le concitoyen a besoin d'entendre, comme vous le disiez, toutes les voix qui se présentent à lui. Eh bien, je compte sur l'intelligence de chacun, sur des journalistes aussi comme vous, qui au moins se disent
peu importe ce que vous pensez, je ne le saurai jamais et c'est très bien, eh bien je donne la voix, je donne un espace à Madame Dussart pour qu'elle puisse s'exprimer et je vous en remercie. On a fait à peu près le tour de toutes les questions d'actualité et de votre engagement. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose tant qu'on est entre nous? Vous savez, il y a tellement de choses pour lesquelles on se lève tous les jours et pour lesquelles on a envie de se battre. L'éducation nationale, je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Je ne sais pas si je peux le dire ici, le programme de M. Zemmour est gratuit, il est sur son site. N'hésitez pas à aller le consulter parce qu'encore une fois, il est tout à fait accessible, d'abord de manière gratuite, mais il est compréhensible par tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc si vous y intéressez, n'hésitez pas au moins à le lire. Ça vous permettra de faire la comparaison par vous-même, de vous-même à vous-même. L'éducation nationale, monsieur, que nous appelons instruction nationale, c'est le fer de lance aussi, un des grands fers de lance du programme de M. Zemmour. Effectivement, c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur parce que c'est grâce à l'instruction que nous élevons nos enfants, nos élèves qui seront les citoyens de demain. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se soucient de quel monde nous allons laisser pour nos enfants demain. Eh bien moi, permettez-moi de vous dire, je me pose la question suivante, quels enfants nous allons laisser à notre monde demain? Très bien, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance comme à tous les autres candidats. Ceux qui ont bien évidemment bien voulu me répondre, parce qu'il y en a plein qui ne m'ont pas répondu. Mais ça, c'est le jeu de la démocratie, on ne peut pas tous avoir les médias officiels et dans la même idée, dans la même idéologie. Merci pour votre dynamisme, merci pour avoir exposé vos idées. J'espère que vous avez été assez clair, qu'on a bien compris ce que vous représentiez. Je vous souhaite bonne chance et puis je vous dis à bientôt. Merci monsieur, merci pour votre invitation. À bientôt.